Voilà, il est 16 heures. Malheureusement, ce n'est pas comme quand on est en présentiel à la CVCI, il n'y a pas le petit verre d'accueil qui permet de patienter, donc on va commencer à l'heure. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à ce webinaire en partenariat avec Link by KGC. On va parler aujourd'hui du grand sujet du jour, donc de la supply chain. C'est un sujet qui est très impacté et donc très important pour vous durant cette période un petit peu difficile. Pour nous, en tant que chambre de commerce, on a aussi une crainte relativement importante à moyen long terme, c'est le retour du protectionnisme, la préférence nationale. Ceci dit, dans votre résilience de supply chain, il y a plein de choses que vous pouvez déjà mettre en œuvre. Donc, c'est ce qu'on va voir durant cette conférence. Pour nous en parler donc de ce sujet passionnant, on a le plaisir d'avoir Madame Katia Gutknecht, qui est fondatrice donc, de KG Consulting. Elle est également créatrice de la méthode Link. Elle enseigne les achats, la supply chain, la négociation, la gestion de projet à la HEG de Fribourg et d'Yverdon. Avant ça, elle a une expérience de plus de 20 ans dans les achats, le négoce, la supply chain pour de grandes entreprises. Et donc, c'est elle qui va nous présenter ce sujet. Et sans tarder, on va passer directement au sujet du jour et je vais passer la parole à Madame Katia Gutknecht. C'est à vous. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire avec pour thème les 3 questions fondamentales à explorer pour construire une chaîne d'approvisionnement résiliente dans un monde post-Covid-19. Alors selon une récente enquête de l'association suisse Export, 80% de ces entreprises membres citent la chaîne d'approvisionnement ou supply chain comme le principal obstacle à confronter actuellement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Et plus de 62% rencontrent des difficultés dans le domaine des achats de matières premières. Quant aux prévisions pour les 12 prochains mois, eh bien, elles ne sont pas optimistes, avec plus de 85% des entreprises qui classent la chaîne d'approvisionnement comme risque numéro 1. On peut donc aujourd'hui prédire que la source principale d'avantage concurrentiel des entreprises va résider sur leur capacité à maîtriser leur chaîne et donc sur leur résilience, leur agilité, leur plasticité. Mais savez-vous aujourd'hui où se trouvent les maillons faibles de votre chaîne d'approvisionnement? Ou encore, comment vous préparer à une montée en puissance et construire une chaîne d'approvisionnement plus résiliente pour l'avenir? En d'autres termes, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour gérer vos risques? Que devez-vous envisager à court terme par rapport au moyen et au long terme? Donc, dans les 25 prochaines minutes, nous allons voir comment mettre en lumière les bombes à retardement de votre chaîne d'approvisionnement et savoir où se trouvent les maillons faibles, comment cibler vos besoins réels et savoir par où commencer, afin de construire une chaîne d'approvisionnement résiliente et vous préparer à un redémarrage plus serein. Par contre, dans les 25 prochaines minutes, nous ne verrons pas quelles sont les solutions clés en main propres et spécifiques à chacun d'entre vous. Pour pouvoir zoomer sur vos besoins, nous allons parcourir 3 questions fondamentales, bien que non exhaustives, que vous allez devoir traiter si vous voulez atteindre votre destination sans surprise. Et comme les questions, c'est bien, mais l'action, c'est encore mieux, nous découvrirons ensemble 3 outils pour vous accompagner dans vos démarches. Mais avant de commencer, je souhaite m'assurer que nous parlons de la même chose, car il y a de multiples manières de définir la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Et ma définition, elle est très très large, puisqu'elle couvre à 360 degrés toute la chaîne qui permet de proposer le bon produit à vos clients au bon moment, au juste coût et de la bonne manière. On part donc sur le graphique que vous avez à l'écran des fournisseurs de vos fournisseurs sur la gauche du visuel pour arriver aux distributeurs de vos distributeurs sur la droite du visuel. Et comme avec toute chaîne, tout maillon endommagé, cassé, diminué, cela met en danger le reste de la chaîne. Donc un peu comme avec des dominos. Donc la seule maîtrise de votre site de production ou de service que vous voyez au centre du visuel ici, cela ne suffit pas pour dormir sur vos 2 oreilles. Il faut vous entourer de partenaires de confiance en termes de fournisseurs, mais aussi de distributeurs qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes bonnes pratiques que vous et les répercutent plus en amont et en aval dans la chaîne. C'est la logique de l'entreprise étendue. Et si nous prenons un exemple concret de cette définition que vous devriez tous connaître, non pas que vous en soyez client, consommateur, c'est le Big Mac de McDonald's.
quelle est sa chaîne d'approvisionnement et quels en sont les maillons clés. Alors le Big Mac, vous le savez peut-être, il est composé de tranches de pain brioché, de graines de sésame, 178 exactement, de 2 steaks hachés, de fromage, de laitue, de cornichons, d'oignons et d'une sauce secrète. Si l'on se concentre maintenant sur 3 maillons clés, cela nous permet de découvrir que le steak haché provient de la société Bell dans le canton de Soleure et avec une viande qui provient de Suisse et d'Autriche. Si l'on regarde les buns, les petits pains qui sont composés à partir d'eau, de sel, de sucre, d'huile, de levure et puis de farine de blé, ils viennent de l'entreprise Fortisa AG, également dans le canton de Soleure. Et le blé qui rentre dans la composition de ces petits pains est issu de l'agriculture locale, donc vient de Suisse. Si l'on part maintenant du côté des distributeurs, on peut voir que la distribution choisie par McDonald's, elle est mixte. C'est-à-dire que vous pouvez aller acheter un Big Mac dans un restaurant McDonald's, au McDrive, ou alors vous pouvez faire appel aux partenaires de McDelivery avec Eat.ch, Smooth et Uber Eats. Et bien entendu, il manque d'autres choses à ce visuel, c'est-à-dire tous les autres éléments nécessaires à la mise à disposition du Big Mac, à savoir la salade, il peut y avoir des emballages, les ustensiles de cuisine, etc. Donc maintenant que nous parlons le même langage, je vous propose de plonger dans ces fameuses 3 questions fondamentales qui vous amènent ici ce soir, et ces questions que vous allez devoir traiter pour atteindre votre destination sans surprise. La première question à se poser est celle des stocks. Donc, que vous avez chez vous, vous l'avez compris, comme je pense à 360 degrés, mais également donc, qui existent dans toute la chaîne. Et je vais vous faire participer. Et normalement, vous devriez voir la première question que je veux vous poser à ce stade de cette conférence, à savoir quelle est la durée de votre couverture basée sur les dernières prévisions de la demande chez vous. Donc, en d'autres termes, quelle quantité avez-vous en stock? Donc, je laisse juste quelques secondes pour être sûr que tout le monde puisse bien se connecter. Et puis, vous avez 4 choix pour répondre à cette question, à savoir votre couverture est supérieure à 3 semaines sur presque toutes les marchandises. Le deuxième choix est vous avez une couverture entre 1 et 3 semaines sur les marchandises stratégiques et irremplaçables seulement. Ensuite, couverture inférieure à 1 semaine, vous n'avez presque pas de stock. Et enfin, la dernière, vous ne savez pas. Voilà. Alors, vous devriez voir maintenant sur votre écran les résultats, donc avec 16 participants qui ont voté. Donc, on voit qu'il y a une grande majorité, puisque plus que de la moitié d'entre vous ont répondu que vous avez une couverture supérieure à 3 semaines sur presque toutes les marchandises. Et puis, un tiers ont répondu une couverture entre 1 et 3 semaines sur les marchandises stratégiques et irremplaçables seulement. Donc, en d'autres termes, ça veut dire que vous avez de la matière à flexibilité en ce qui vous concerne. Donc maintenant, je vous propose toujours dans VoxVote une deuxième question, à savoir exactement la même question, mais cette fois, on n'est plus chez vous, on est chez vos fournisseurs directs, c'est-à-dire chez les fournisseurs chez qui vous commandez, avec les mêmes options de réponse. Donc, couverture supérieure à 3 semaines, une couverture entre 1 et 3 semaines, ou une couverture inférieure à 1 semaine, ou bien vous ne savez pas. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une situation qui est très partagée, c'est-à-dire avec 35% d'entre vous qui ont dont les fournisseurs ont 3 semaines de couverture, c'est-à-dire encore une fois une très bonne flexibilité et de quoi réagir et anticiper. Et puis, si on regarde la réponse du bas, c'est-à-dire le « je ne sais pas », qui est à égalité également à 35,7%. Donc, ce qui veut dire que vos fournisseurs, dans ce cas-là, quand vous ne savez pas, peut-être qu'ils ont du stock ou peut-être qu'ils n'en ont pas et qu'ils sont un peu justes. Et maintenant, je vous pose la question suivante, toujours la même question, mais cette fois, on est chez les fournisseurs de vos fournisseurs. Alors, bien évidemment, dans le cas où vous ayez une supply chain relativement longue et où vous ayez des fournisseurs de fournisseurs. Si tel n'est pas le cas, vous avez l'option de répondre tout en bas, non applicable, car vos fournisseurs n'ont pas de fournisseurs. Voilà les réponses de vos votes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une grosse majorité, donc avec 66,7%. Pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas si les fournisseurs de vos fournisseurs ont du stock. Donc,
peut-être en ont-ils et vous n'aurez pas de problème répercuté dans la chaîne, ou peut-être n'en ont-ils pas et vous avez une source de risque à leur niveau. Donc, ne fermez pas cette fenêtre, car d'autres questions arrivent un tout petit peu plus tard. Donc, je sais qu'il est rare de dire ça, mais ne vous séparez pas de votre téléphone. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi cette question? Pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que connaître les stocks existants aujourd'hui va vous permettre de pouvoir réagir à cette crise, de savoir dans quelle mesure vous pouvez répondre à cette crise et surtout pendant combien de temps. Ça vous permet d'apporter des réponses aux questions suivantes. Vos fournisseurs peuvent-ils encore vous livrer? Pouvez-vous encore produire? Ou encore, vos distributeurs peuvent-ils encore satisfaire vos clients? Cela vous permet donc de privilégier des situations comme celle-ci, où vous voyez des petites maisons rouges avec des boîtes blanches dedans qui représentent les stocks, et vous voyez que vous avez le bon niveau de ressources à chaque niveau de la chaîne. Alors, je n'ai pas la prétention de dire qu'il faut exactement le même stock de marchandises ou de produits finis à chaque niveau, simplement de dire qu'il faut calculer le juste stock à chaque niveau de la chaîne pour pouvoir réagir en cas de perturbation. Donc, c'est ce genre de situation que vous aimeriez plutôt que celle-ci, où vous allez peut-être devoir attendre pour produire, car on voit bien qu'il manque, il n'y a pas de stock à un niveau, donc ça crée des tensions. Et vos clients peuvent devoir attendre pour recevoir, car on voit également des tensions au niveau des distributeurs sur la droite de l'écran. Donc, comme le disait le célèbre philosophe Auguste Comte, savoir pour prévoir afin de pouvoir. Donc, savoir, c'est bien, mais mettre en place des stocks, ceux dont vous aurez besoin demain, est tout aussi important pour vous permettre d'anticiper la reprise et d'avoir un coup d'avance sur ceux qui ne le font pas. Mais attention, alors le zéro stock est un danger, tout autant que d'avoir 3 ans de stock, j'exagère pour illustrer, sur certaines références. Il vous faut donc trouver le juste équilibre par rapport à vos besoins spécifiques. Si par exemple vous travaillez dans l'agroalimentaire avec des denrées périssables, vous serez probablement un peu plus proche du zéro stock qu'une entreprise qui travaille dans les emballages en carton sans restriction et sans contrainte par rapport à leur stock. Alors, la deuxième question fondamentale à se poser est celle des alternatives. Et quand je parle d'alternatives ici, je parle en termes de produits substituts, de marchandises, matières premières, emballages ou alors d'origine de produits. Évidemment que vous avez chez vous, mais également qui existent dans toute la chaîne. Et je vais encore vous faire participer. Et cette fois, vous devriez voir la question numéro 4 qui est « Avez-vous des substituts, par exemple des matériaux alternatifs ?» Donc là, on parle de chez vous. Donc oui, j'ai 2 à 3 alternatives qualifiées sur la plupart des marchandises. Une autre option, c'est « J'ai identifié des alternatives, mais je ne les ai pas qualifiées. » Non, sur la plupart des marchandises, je n'ai aucune alternative. Ou alors, autre option, je ne sais pas. Voilà. Alors ici, basé sur mon expérience, je m'attendais à avoir effectivement cette barre orange comme l'écrasante majorité, à savoir j'ai identifié des alternatives, mais je ne les ai pas encore qualifiées. Donc on voit qu'il y a la moitié des participants qui ont choisi cette réponse. On voit également qu'un peu plus de 40% ont répondu non sur la plupart des marchandises, je n'ai aucune alternative. Donc ici, cela peut constituer une source de risque. Alors, continuons avec la même question, donc toujours à propos de ces substituts, mais cette fois, pas chez vous, mais chez vos fournisseurs. Alors, voilà vos réponses. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on se décale vers ce que j'appelle la zone rouge, c'est-à-dire la zone de risque. Donc, on voit que la majorité de vos fournisseurs ont des alternatives non qualifiées. On voit aussi un petit peu moins d'un tiers d'entre vous où les fournisseurs n'ont aucune alternative. Et puis, sans surprise, j'allais dire aussi un tiers avec je ne sais pas. Donc, non pas que vous deviez le savoir pour absolument tous vos fournisseurs, ce qui est quand même une tâche assez lourde, mais c'est vrai que sur les fournisseurs stratégiques et clés, ce serait peut-être bien de les questionner sur ce point-là. Et puis, la dernière question, comme tout à l'heure, qui est la question numéro 6. Alors, cette fois, pour ceux qui en ont, on parle des fournisseurs de vos fournisseurs. Et c'est la même question, c'est-à-dire, ont-ils des substituts? Voilà. Donc, encore une fois, ici, on se voit qu'on se décale vers le bas. Alors, évidemment, il y a
certains d'entre vous qui n'ont pas de fournisseurs, mais sans surprise, 60% d'entre vous ne savent pas ce qui se passe, ne savent pas si les fournisseurs ont des substituts, tout au moins sur les matériaux les plus stratégiques. Et puis, on a quand même ce 30% où, sur la plupart des marchandises, les fournisseurs de vos fournisseurs n'ont aucune alternative. Alors, évidemment, il y a souvent des cas spécifiques, des fois, ce n'est pas possible, mais quand c'est possible, ce serait dommage de s'en priver. Voilà, donc je reviens à la présentation. Et puis, pourquoi cette question? Pourquoi ces alternatives sont importantes? Tout simplement parce qu'avoir le choix est important pour augmenter votre flexibilité, votre agilité, c'est-à-dire votre capacité de réagir à toute perturbation de la manière la plus rapide possible. Donc, cela vous donne également un coup d'avance sur ceux qui ne le font pas et qui attendent la résolution de la perturbation pour pouvoir recommencer leurs opérations courantes. Mais attention, une entreprise dans l'horlogerie, par exemple, aura la possibilité de trouver relativement facilement une source alternative dans une région épargnée avec laquelle elle pourra lancer une production. Par contre, une entreprise active dans les dispositifs médicaux, elle pourra piloter le juste équilibrage de ses stocks et de ses capacités de production, mais avec une plus grande difficulté à homologuer de nouvelles sources. J'arrive à la troisième question fondamentale à se poser, celle des fameux PCA ou encore plans de continuité des activités que vous avez chez vous, mais également qui existent dans toute la chaîne. Alors ici, nous allons au-delà des simples alternatives vues précédemment qui peuvent être activées de manière quasi instantanée. Ici, nous parlons d'autres fournisseurs, d'autres distributeurs, de nouveaux canaux de distribution, voire même de nouveaux sites de production pour vous. Et je vais encore vous faire participer avec 3 questions. Et vous devriez voir la question numéro 7, qui est « Aviez-vous mis, donc avant le confinement, aviez-vous mis en place un plan de continuité d'activité pour votre entreprise ?» Alors oui, un plan solide, quelques idées à explorer seulement, non, aucun, nous avons improvisé, ou je ne sais pas. Alors, on peut voir que pour presque la moitié d'entre vous, vous aviez un plan solide, donc vous avez anticipé, vous étiez entre guillemets prêt, tout autant qu'on peut l'être prêt à une situation aussi inédite et extrême que le Covid. Nous avons un tiers d'entre vous, si je me permets d'arrondir, qui avait quelques idées à explorer seulement, donc vous étiez déjà sur la voie, et puis un tiers d'entre vous qui ont improvisé. Alors, je vous pose la même question, mais du côté des distributeurs maintenant, parce qu'on a parlé pas mal des fournisseurs, pour vos distributeurs principaux, avaient-ils mis en place un plan de continuité d'activité avant le confinement? Donc, chez vous, on avait plus de 40% qui avaient un plan solide. Si on regarde maintenant chez vos distributeurs, on tombe à 14% qui avaient un plan solide donc avant le confinement. Donc, 28% avec des pistes à explorer, 14% qui ont improvisé et un petit 43% où je ne sais pas. Donc là, quelque part, je vous dirais, vous le faites pour vous, donc pourquoi ne pas vous entourer de partenaires aussi solides que vous et qui utilisent les mêmes bonnes pratiques que vous, c'est-à-dire un plan solide. Alors, je vous pose la dernière question de ce webinaire, et vous l'avez deviné, cette fois on s'éloigne de chez vous et on parle des distributeurs de vos distributeurs, pour autant que vous en ayez. Avaient-ils mis en place un plan de continuité d'activité avant le confinement? Voilà, on voit les résultats. Donc, outre le tiers des personnes pour lesquelles ce n'est pas applicable car ils ont des supply chains relativement courtes, on voit, je dirais sans surprise, que presque 43% des personnes ne savent pas, tout simplement parce qu'on est peut-être trop loin ou c'est peut-être à vos distributeurs de s'en occuper. Et on voit qu'on partait de 40% où chez vous, vous aviez un plan solide pour arriver ici à 7% seulement. Potentiellement des sources de risque quand il arrive un événement aussi brutal qu'un confinement et une pandémie. Donc, je pense que vous avez compris à travers mes commentaires pourquoi cette question. Parce que, alors, prévoir pour pouvoir, si besoin, évidemment, parce que ces plans de continuité d'activité, on les fait pour les cas les pires, tout en espérant que ça n'arrive pas. C'est un peu le principe de l'assurance. Mais cela vous permet de vous adapter plus rapidement et d'assurer la continuité de vos activités sans presque devoir attendre.
Donc, préférez-vous anticiper ou bien inventer en marchant? Il y a bien des chances pour que les mieux préparés ici, ceux qui avaient les 43% au début, prennent des parts de marché aux autres. Et cela me rappelle un exemple qui est paru dans la presse quelques semaines avant Noël. C'était le plafond, vous l'avez peut-être entendu, le plafond d'une salle de spectacle sur le canton de Genève qui s'était effondré, rendant la salle inutilisable pendant de longues semaines. Donc cette salle de spectacle qui est l'outil de production de ce prestataire. Alors bien entendu, son directeur, il connaissait toutes les autres salles de spectacle du canton et au-delà, mais aucune réflexion approfondie, aucun plan détaillé n'avait été mis en place pour faire face aussi calmement et efficacement que possible à une telle situation de crise. Résultat, ils ont perdu beaucoup de semaines avant de trouver une solution adéquate et un trou dans les caisses difficilement compensable. Donc maintenant que nous avons parcouru ces 3 questions fondamentales des stocks, des alternatives et des plans de continuité d'activité, je vous propose de continuer avec 3 outils, encore une fois parce que l'action est nécessaire, que vous pouvez utiliser pour construire une chaîne d'approvisionnement résiliente. Mais au final, qu'est-ce qu'une chaîne d'approvisionnement résiliente? Alors, vous le savez peut-être déjà, mais je pense que c'est important de faire un petit rappel ici, où il y a vraiment 3 éléments qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la demande des clients, de vos clients, c'est-à-dire les commandes que les clients vont passer. Le deuxième, c'est votre capacité propre, le mix entre votre production et puis les stocks que vous avez. Et puis le dernier, c'est la capacité de votre réseau, c'est-à-dire les fournisseurs, tous les prestataires logistiques et tous les distributeurs. Car si demain, vous avez des demandes de votre client et puis votre capacité qui est intacte, mais que vous n'arrivez pas à vous faire livrer de vos fournisseurs, vous avez un problème, la chaîne est cassée. À l'inverse, si vous avez de la demande des clients, que vos fournisseurs peuvent vous livrer, mais que vous n'avez pas de capacité de production, la chaîne est également cassée. Et puis enfin, je vais dire presque le pire des scénarios, si vous avez de la capacité, vos fournisseurs et vos distributeurs en ont, mais il n'y a pas de clients, la chaîne est également cassée. Donc c'est un savant équilibre entre ces 3 éléments pour avoir une supply chain qui est résiliente. Donc, le premier outil pour vous accompagner dans votre voyage vers une chaîne d'approvisionnement résiliente, ce premier outil va vous permettre de savoir où regarder. Et puis de répondre aux questions, mais par où commencer? Est-ce que j'ai des incendies? Et si oui, où sont-ils? Donc cet outil, qui est un autodiagnostic, qui fait suite à un article que j'ai écrit il y a quelques semaines et qui avait pour titre EPAN, donc Économie Personnel Active Network, c'était 79 questions pour préparer et construire une supply chain résiliente dans un monde post-Covid-19. Et j'ai reçu pas mal de feedback comme quoi 79 questions, c'était juste trop et ça effrayait certaines PME. Donc, je suis retournée travailler et j'ai tout simplement créé un formulaire Excel interactif mais simplifié, donc beaucoup moins que 79 questions, avec 3 dimensions, donc vous, vos partenaires proches et votre réseau plus éloigné, 3 sous-dimensions, à savoir les stocks, les alternatives et les plans de continuité d'activité. Et grâce à un code couleur très simple, celui des feux de circulation, vous savez rapidement quoi prioriser. Donc cet outil, vous l'avez déjà un petit peu expérimenté aujourd'hui, car pour créer les questions que auxquelles vous avez répondu dans VoxVote, j'ai extrait justement certaines données de cet outil. Évidemment, il est disponible sur simple demande par email. Le deuxième outil pour vous accompagner, c'est tout simplement la cartographie. Et cet outil va vous permettre de pouvoir localiser votre risque grâce à une cartographie géographique de votre chaîne d'approvisionnement. Et dans un cas comme nous avons eu avec cette pandémie, ça vous permet de faire le parallèle entre votre situation géographique de la supply chain et puis la progression de la pandémie. On a bien vu qu'elle partait de l'Asie et puis gentiment, elle couvrait l'Europe pour partir aux États-Unis. Ça peut vous permettre également de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, par exemple avec tous vos fournisseurs dans le même pays. Cela peut également vous permettre d'intégrer dans une même zone géographique, dans une même zone de consommation, les unités d'approvisionnement, de production, de logistique et puis évidemment de consommation. En outre, cet outil peut aussi vous aider à calculer les coûts de toutes les activités, donc d'avoir une vision des coûts totaux de votre chaîne et puis peut-être d'identifier les activités à plus faible valeur ajoutée.
Et le troisième outil, et dire qui est primordial comme dans toute analyse de risque, cet outil va vous permettre de trouver le juste équilibre grâce à une analyse des coûts et des bénéfices. Car chaque alternative, chaque nouveau fournisseur, chaque nouveau distributeur, chaque stock, ça va coûter de l'argent à votre entreprise. Et en même temps, vaut-il mieux augmenter de manière maîtrisée vos coûts et sécuriser vos activités ou ne rien faire et attendre un autre confinement paralysant et ces pertes dramatiques de chiffre d'affaires? Donc, vous l'avez compris, adopter une vision à 360 degrés de votre chaîne d'approvisionnement, donc des fournisseurs de vos fournisseurs aux distributeurs de vos distributeurs, cibler les zones de risque, et puis, les traiter en trouvant le juste équilibre entre les coûts et les bénéfices vont vous permettre de construire une chaîne d'approvisionnement résiliente. Merci de votre attention et je pense qu'il est temps de vous donner la parole et d'écouter vos questions, vos commentaires, vos interrogations. Katia Gutnecht, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Donc effectivement, on va passer à la phase questions-réponses. Alors, je vais peut-être moi commencer avec une question pour lancer la discussion. On entend souvent dire qu'une chaîne de valeur internationale, donc avec différents continents, différents pays d'origine, permet d'avoir une certaine résilience parce qu'on diversifie le risque. Et puis maintenant, dans la presse, ces derniers jours, on a pu encore le voir dans différents médias, beaucoup de gens, même des entrepreneurs, disent on va revenir vers une chaîne de valeur plus locale avec des acteurs plus locaux. Pour vous, quel est l'équilibre et la vérité dans ces différents points de vue? Alors, merci pour cette question. Alors, effectivement, jusqu'à maintenant, c'était vraiment l'école pour diversifier les risques. On a des fournisseurs, par exemple, qui viennent d'Asie, qui viennent des États-Unis ou autres. Et puis, on avait tendance à centraliser la production dans un pays ou dans un continent. Et puis, voilà, la distribution pouvait à nouveau être globale. Mais ce que nous apprend une crise comme la crise du Covid-19, c'est que si nous n'avons pas tous les acteurs de la chaîne qui sont dans une même zone géographique, je ne vais pas prétendre parler de pays, mais en tout cas dans une même région, eh bien, on peut voir qu'on a des soucis. Alors, soit parce qu'ils sont dans des régions impactées, donc ils doivent fermer leurs usines, comme ça a été le cas en Chine, soit parce que les frontières sont fermées, donc il n'y a plus de libre circulation des marchandises, qu'elles soient matières premières ou produits finis. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de régionalisation avec justement sur un même lieu de consommation, avoir de la production, des stocks, des fournisseurs et puis des distributeurs. Donc, c'est peut-être une réponse entre deux, je dirais. Selon l'expérience, comme vous avez dit avant, ne mettez pas tous vos œufs dans un panier. C'est déjà une, une très bonne stratégie qui peut vous sauver votre entreprise, surtout quand, avec ce pandémie, c'est réparti tout partout, avec aucun pays qui est épargné euh, de cette situation. Par contre, qu'est-ce que nous devons aussi faire attention, et ça c'est quelque chose que nous, en Suisse, on doit, on doit doubler nos efforts, c'est par rapport à les origines préférentielles que nous oublions pas que quand nous importons certains matériels de notre pays, est-ce que ces pièces ont les origines préférentielles? Est-ce que c'est déclaré comme il faut? Et avec les demandes de les fournisseurs à les fournisseurs et les distributeurs par rapport à les origines de ces pièces, c'est parfois pas si évident que ça. Je propose une, une grande exercice de caution par rapport à les nouveaux fournisseurs, surtout quand il y a les origines qui viennent en jeu. Donc, c'est vraiment beaucoup de temps investi pour trouver ce genre de balance. Pas que nous avons toutes dans une panier, mais aussi on ne veut pas, à la fin du compte, payer trop sur les exportations, euh, car déjà, nous sommes un pays qui vit sur les exportations de nos machines, des machines de précision, des machines pharmaceutiques, aviation et autres. Donc, pour nous, c'est aussi très judicieux de faire des réflexions sur quoi nous avons comme pièces
ou quoi, les origines de ces pièces, et puis est-ce que les gains qu'on fait maintenant vont avoir un impact pour l'exportation par après? C'est quelque chose que moi, j'ai appris pendant mes années dans supply chain, puis on doit faire surtout attention à ça. Oui, tout à fait. Voilà, je peux que vous rejoindre, hein, notamment sur les origines et puis cette traçabilité qui est primordiale. Hein. On ne peut vraiment pas faire n'importe quoi. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que de nos jours, il y a de plus en plus de solutions, même digitales, qui existent pour aider notamment les PME parce que ça se démocratise et c'est tant mieux. Et pour ce qui est des nouveaux fournisseurs, effectivement, il y a toute une réflexion à se porter. Finalement, est-ce que ça dépend de votre cœur de business, mais probablement dans un certain type de marchandises, vous aurez besoin de simples fournisseurs et sur des marchandises qui sont extrêmement critiques pour vous, avoir plus des partenaires que des fournisseurs, c'est-à-dire des gens en lesquels vous avez confiance. Hein. C'est un petit peu comme un mariage quelque part. Vous devez pouvoir faire confiance, mais c'est un petit peu ça finalement pour trouver ce juste équilibre et puis pour que les deux, vous arriviez, quand je dis les deux, c'est vraiment partenaires et puis votre entreprise, vous arriviez à avancer ensemble parce que finalement, le plus vous allez exporter, c'est également dans le bénéfice de votre fournisseur et de votre fournisseur partenaire. Surtout quand ça vient avec les pièces ou n'importe quoi, même le travail, les informations, le partage des informations. L'autre question qui vient, qui n'était pas discutée, c'est par rapport à la conformité. Est-ce que ces pièces sont conformes selon les standards établis dans le pays, dans l'industrie, ou même dans la conformité de les sanctions de la loi? Donc, ce sont d'autres points de vue qu'on doit aussi regarder très attentivement, surtout quand ça vient avec surtout quand ça vient de prélever les matériels d'une origine qui est questionnable, mais aussi les soupçons à qui on va exporter ces pièces. Est-ce que c'est permis selon la loi, selon SECO et les autres établissements mondiaux sur cette question-là? Mais c'est vrai que ça m'amène juste à un point, parce que c'est vrai que quand je dis, voilà, il y a cette entreprise étendue, puis il y a cette flexibilité qui est nécessaire pour réagir aux crises, et puis le point que vous apportez est très juste en parlant de cette conformité. J'en ai pas du tout parlé, mais pour moi, c'est évident que je mets la conformité dans la qualité à 360 degrés, et dans la chaîne, il doit y avoir cette qualité, parce que sinon, vous imaginez que si chez les fournisseurs de vos fournisseurs, il y a des problèmes justement de conformité ou autre, imaginez ce qui arrive chez le client à la fin, ou alors tout ce qui doit être fait entre deux pour corriger les défauts du départ. Donc, c'est juste impossible à gérer. Hein. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, bonjour. Bonjour à vous. Merci pour la présentation. J'avais une question, peut-être aussi une remarque ou une idée liée au triangle que vous avez montré là. Oui. Parce que je crains un peu avec cette crise que des entreprises pourraient, comment dire, avoir une expérience, une pression sur le cash, oui ce triangle-là, oui, exactement. Donc, il pourrait être une pression sur cash, donc, et donc, par exemple, des directeurs financiers qui vont pousser sur une réduction du stock, des stocks, etc., comme on a vu pendant les crises précédentes aussi. Et avec le résultat qu'on aura des problèmes de satisfaire les besoins des clients après. Oui. C'est quelque chose que je crains qu'il y aura peut-être des entreprises qui auront ce problème-là et que c'est une faute, disons qu'il faudra être attentif. Oui, absolument. C'est vrai que les problèmes de trésorerie, je ne vais pas dire le nerf de la guerre, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs batailles, mais effectivement, c'est une des batailles à mener. Et puis, vous l'avez dit, une réduction des stocks, ça peut juste être catastrophique. J'allais dire au même titre que de changer, par exemple, de manière unilatérale les termes de paiement, ou encore, tout simplement, comme on a vu, un grand distributeur en Suisse qui a tout bonnement arrêté de payer ses fournisseurs non-food
à partir de fin mars. Donc là, ça peut avoir des répercussions, j'allais dire, dramatiques sur toute la chaîne, parce qu'on aura, si on fait ça et que nos fournisseurs, alors, soit partent en faillite, soit ne nous livrent plus, comment faire face à la reprise ? Et puis également, quid des relations fournisseurs. Vous imaginez un fournisseur à qui vous faites ça aujourd'hui. Si demain, vous avez un service à lui demander parce que la demande repart de manière exponentielle, multipliée par 10 dans les premières semaines, il y a quand même des chances pour que le fournisseur ne soit pas là pour vous rendre ce service. Donc effectivement, c'est des arbitrages à faire à l'intérieur de l'entreprise, probablement entre un directeur financier qui a ses propres objectifs et puis j'allais dire peut-être un directeur des opérations qui a les siens, sachant que le directeur des opérations doit maintenir les activités et les livraisons aux clients. Donc, après, à voir qui fait l'arbitrage et quelles sont les décisions qui sont prises. Oui, exactement. Oui, merci. Merci. Parfait. Je viens de l'horlogerie, vous l'avez mentionné avant, et puis en vous écoutant par rapport au fournisseur du fournisseur, et dans notre cas même, le fournisseur du fournisseur du fournisseur, ce qu'on a vécu, c'est qu'il aurait été important d'avoir un plan sur comment maintenir la transparence sur les facts, qui travaille encore, qui ne travaille plus selon le pays, qu'est-ce qu'il y a encore en cours qu'on pourra réactiver quand les choses reprennent pour faire des calculs de ce qu'on arrive à produire. Et ça amène aussi pour moi comme conclusion qu'il semble important d'établir des règles, soit des minimums de stock, mais aussi communiquer les attentes de comportement dans une crise et puis d'avoir des règles aussi par rapport à la chaîne de communication à travers de tous ces obstacles, parce qu'à un moment donné, on était dans une situation où, au-delà des montres terminées qu'on avait peut-être en cours quelque part entre la Chine et Hong Kong, il n'y avait plus aucune transparence, presque pas de chaîne de communication pendant quelques semaines et on naviguait vraiment dans le brouillard pendant pas mal de temps. Oui, ce qui peut… Alors, merci pour ce partage. Et puis, c'est vrai que ça me fait sourire parce que malheureusement, c'est assez typique. Et puis, ça me fait également sourire parce que je me dis, mais de bleu, on est quand même à l'ère de la communication où on a tout un tas d'outils pour faciliter cette transparence. Et puis, au final, on finit quand même par naviguer dans le brouillard, ce qui est un petit peu navrant. Donc, mais effectivement, ça me ramène à quelque chose, parce que il y a quelques années, j'étais secouriste avec la Croix-Rouge et je faisais notamment partie du piquet catastrophe sur le canton de Genève. Et justement, quand on fait des simulations de crise dans ces cas-là, où on met absolument tout le monde dans une situation de crise, alors évidemment, c'est un scénario, c'est une fausse crise, et puis justement, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est on met en place les règles à établir avec qui doit faire quoi, à quel moment, qui doit avoir tel stock de telle marchandise, justement pour pouvoir réagir à la crise, pour parler des attentes, pour parler de la chaîne de commandement. Et puis ici, finalement, c'est exactement la même chose. Alors non, oui, j'allais dire si, c'est une crise sanitaire au final, au même titre que celle que les secouristes peuvent gérer, hein, et finalement, les outils sont à peu près les mêmes. Par contre, ça se planifie à l'avance. Effectivement, quand on est le nez dans le guidon, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est malheureusement presque un petit peu tard. Et aussi, quelque chose de très important, il ne faut pas croire que si vous avez mis en place un plan de continuité d'activité, vous êtes tranquille pendant 10 ans. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est à revoir quand même de manière, alors pas forcément très approfondie, mais de manière régulière, parce que le monde change. Les fournisseurs, les distributeurs changent, vos produits changent et puis les besoins changent. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Dans l'intervalle, il y a encore une question qui est venue. S'il y avait 3 questions clés pour s'assurer que nos fournisseurs ne mettent pas la clé sous la porte due à la crise sanitaire, lesquelles seraient-elles ? Pour s'assurer que les fournisseurs… Alors, j'allais dire tout bêtement, je pense que la première question, c'est de regarder d'un point de vue… Alors là, on s'éloigne peut-être un peu de la supply chain, mais c'est de regarder quelle est leur situation financière tout d'abord. Parce que c'est vrai que s'ils ont, par exemple, de grosses dettes parce qu'ils viennent d'acheter une nouvelle usine avec des nouvelles machines, etc., il faudra faire attention
par exemple, à votre niveau, à pas rallonger les délais de paiement de manière unilatérale. Donc, vraiment prêtez attention à ça, parce qu'avoir un fournisseur, c'est bien, mais avoir un fournisseur qui est stable financièrement, c'est peut-être encore mieux. Donc, je dirais que ça, c'est peut-être la première question. J'allais dire, la deuxième question, c'est peut-être tout simplement ce qu'on discutait avec M. Tozoni, c'est vraiment cette transparence. Je pense que le fournisseur, pour qu'il puisse ajuster finalement sa capacité de production, je vais dire au sens large, que ce soit machine, que ce soit ressources humaines ou autres, il faut qu'il ait de la transparence. Et ce que je veux dire par transparence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache de votre part quelles sont les commandes qui vont tomber sur le plus long horizon possible, sachant que plus on s'éloigne d'aujourd'hui ou de demain, moins c'est fiable. Mais au moins, il devrait pouvoir réajuster. Surtout, s'il est en Suisse, par les temps qui courent, ils ont la possibilité de faire appel au RHT, au chômage partiel. Donc, voilà, c'est vrai qu'on peut le faire si on a une visibilité. Si on n'a pas de visibilité, faire du stop and go avec du chômage partiel, c'est quand même un petit peu plus compliqué, je dirais. Donc, voilà, donc la première chose, c'est vraiment la situation financière. La deuxième, c'est la transparence. Et puis, j'allais dire, la troisième, c'est peut-être regarder un petit peu plus loin, c'est-à-dire chez les fournisseurs de vos fournisseurs, parce que vous savez quelle est la situation entre vous et votre fournisseur, vous savez quels sont les coûts auxquels vous leur achetez, donc ça devrait être les justes coûts, après ça dépend des valeurs de vos entreprises, mais je pense qu'en allant plus loin dans la chaîne, vous pourrez peut-être comprendre, alors on en revient un petit peu au côté financier, mais au final, qu'est-ce qui reste à votre fournisseur, quelle est sa marge? Parce que si vous lui laissez une marge qui est extrêmement petite et que malheureusement, il est un petit peu coincé avec ses fournisseurs qui ont des coûts de plus en plus hauts, il peut se trouver dans une situation où il produit à perte, votre fournisseur. Donc ça, c'est aussi peut-être très important à regarder. Donc c'est outre la situation financière avec les dettes, c'est vraiment de regarder que j'allais dire que le business model et puis que la marge soit présente, parce que c'est un élément très important que chacun ait sa marge tout au long de la chaîne pour éviter justement une ou plusieurs faillites, parce que malheureusement, une en entraîne souvent d'autres. S'il n'y a pas d'autres interventions, je peux peut-être vous laisser conclure. Oui, alors volontiers. Déjà, je voulais remercier la CVCI pour ce partenariat, parce que c'est vrai que c'est un thème qui me tient à cœur, étant tombé dans la marmite il y a très très longtemps. Et puis, je me suis longuement questionnée avec une collègue sur comment apporter finalement ma contribution et puis mon support aux PME romandes, parce qu'au final, on est tous sur le même bateau. Et puis, j'allais dire, votre succès, c'est aussi celui de la CVCI et c'est aussi le mien. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce webinaire, que ces questions ont commencé à faire germer quelque chose, j'allais dire, dans vos esprits ou quelques pistes, et puis que vous avez envie d'approfondir et puis de renforcer votre supply chain pour que demain elle devienne résiliente si ce n'est pas le cas. Encore une fois, merci à tous. N'hésitez pas, moi je vous enverrai cet email, n'hésitez pas à me contacter si des choses sont peu claires ou si vous voulez continuer s'il y avait d'autres questions peut-être plus spécifiques et peut-être pas posées ici, que ce soit pour des raisons de confidentialité ou autre. Je suis à disposition. Voilà, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à tous, puis au plaisir de vous retrouver pour de prochains webinaires de la CVCI ou éventuellement en live d'ici quelques mois, j'espère. À tout bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.